Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la baleine. On se retrouve pour la vidéo du 1er décembre, donc la première vidéo du mois. Ça faisait encore quelques temps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est parce que depuis la chute de FTX, les actualités sont un petit peu plates. On dirait qu'on attend de voir où la contagion de FTX va s'arrêter. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais te demander de follow, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rater aucune actualité sur le marché. Aujourd'hui, le programme va être chargé. Nous allons parler de SBF qui déclare être pauvre avec 100 000 $, la possibilité qu'il aurait créé une backdoor pour voler les sous des utilisateurs en cas de problème, mais aussi la faillite de BlockFi avec Coindesk qui refuse d'être racheté pour 300 millions de $, l'échangeur Kraken qui a des soucis car il a aidé les Iraniens à contourner les sanctions économiques américaines, notre chère Christine Lagarde, la présidente de la BCE, s'est emparée de l'affaire FTX, a fait quelques déclarations à son sujet et bien sûr a fait le lien avec Mika, nous reviendrons dessus. La situation de Genesis, elle, pourrait se stabiliser, ils sont en train de parlementer avec leurs créditeurs. Encore en lien avec FTX, comme vous le savez, FTX avait fortement investi dans le projet Serum ou Solana d'ailleurs. C'est pour cela que la communauté de Serum a demandé un fork pour les deux DEX de l'écosystème Serum. Nous allons revenir dessus. Mais aussi les entreprises de mining qui souffrent énormément depuis la chute du prix de BTC. Et pour terminer, nous parlerons de BlackRock en fun fact. J'espère que cette nouvelle vous aidera à relativiser sur vos pertes de FTX si vous étiez exposé au projet. Mais comme toujours, avant de commencer et que c'est la fin du mois, vous avez les crypto bubbles réglés sur mois, c'est-à-dire que chaque performance que vous voyez dans une bulle est le reflet d'une performance mensuelle. Contrairement aux performances mensuelles, nous voyons que sur la semaine, certains projets arrivent à se démarquer et rester nettement dans le positif, comme Dodge, Link, Apecoin, le AAV, UOB Token ou même Phantom. Par contre, Chiliz, BNX, MV, MEX ou BCH rejoignent les pires performances de la semaine. Et on commence avec notre ami SBF. Comme vous vous en rappelez peut-être, avant la chute de FTX, certaines personnes voyaient FBF comme le futur et premier trillionnaire de cette terre. Sa fortune était estimée à 16 milliards de dollars à peu près. Mais dans cet article, nous allons apprendre que suite à une interview qu'il a donnée en direct au Dealbook Summit auprès du journaliste Andrew Ross Shortking du New York Times, lors d'une interview téléphonique depuis les Bahamas. Pendant cet entretien téléphonique avec le journaliste, Shortking a demandé combien FBF avait d'argent maintenant à sa disposition. Le fondateur a répondu « À ma connaissance, presque rien. Je cite « Je n'ai pas de fonds cachés ici. Tout ce que j'ai, je le divulgue. Je ne pense qu'il me reste qu'une carte de crédit étant en état de marche. Cela pourrait être 100 000 $ ou quelque chose comme ça sur un compte bancaire. Tout ce que j'avais, même les prêts que j'avais, c'était des choses que je réinvestissais. J'ai mis tout ce que j'avais dans FTX. » Ou c'est un petit peu humoristique, j'ai envie de dire le pauvre SBF qui ne sait pas qu'il a 100 000 $ sur une compte bancaire. Toujours avec SBF, dans ce second article, nous allons apprendre qu'il est suspecté d'avoir installé des backdoors, c'est-à-dire une sorte d'issue de secours dans le code de FTX, de manière à pouvoir récupérer les sous des utilisateurs en cas de problème. Bien sûr, FBS va contredire cette affirmation, ce qui ne me surprend pas, et va ajouter qu'il ne sait pas coder. Mais je vous rappelle qu'il a créé l'entreprise avec son ami co-CEO qui lui c'est codé. Donc cet argument tombe un petit peu à l'eau et nous allons apprendre aussi que selon les dires de FBF, la faillite de FTX est simplement due à une position sur marge qui n'aurait pas été surveillée et dont le risque les a surpassés. D'un autre côté, dans cet article, nous apprenons aussi que selon FBF, Alameda ne disposait pas des sous des utilisateurs, mais simplement, ou alors un petit peu fallacieusement, FBF avance que FTX n'aurait pas de compte bancaire et du coup, il empruntait le compte bancaire d'Alameda pour subvenir aux besoins de FTX, ce qui est totalement rationnel bien sûr. Et on enchaîne avec la faillite de BlockFi qui par contagion est due à FTX et Alameda. On vous explique pourquoi. Déjà, pour récapituler un petit peu l'histoire, Coindesk appartient à BlockFi et BlockFi et Coindesk auraient publié le premier article qui a mis le feu aux poudres auprès de FTX, déclenchant une perte de confiance envers la plateforme. Mais comme si ça suffisait pas, BlockFi et FTX avaient des crédits mutuels, c'est-à-dire que FTX devait des sous à BlockFi et BlockFi devait des sous à FTX. Vous aurez donc clairement compris que c'était une relation plus que malsaine. Pour FTX et Alameda, l'entreprise leur devait plus de 1 milliard de $. Mais quand FTX est mis sous le chapitre 11 des faillites aux États-Unis, les avoirs de BlockFi étaient assurés de ne pas être remboursés, entraînant à son tour la faillite de BlockFi. Cerise sur le gâteau, on apprend dans cet article que CDG offre plus de 300 millions de $ pour le rachat de Coindesk. Cette offre ne ferait vraiment pas du mal à l'entreprise BlockFi. On se demande vraiment pourquoi l'entreprise a refusé.
On continue avec les régulateurs qui s'attaquent à Kraken et tout particulièrement l'OFRAC. Pour expliquer la situation, Kraken aurait permis à l'Iran de contrepasser les sanctions des États-Unis visant les échanges du pays. L'échangeur se voit infliger une amende de 360 000 $. Pour résumer la situation rapidement, l'Iran est visé par des sanctions économiques des États-Unis qui l'empêchent d'acheter des matières premières ou certains matériels en dollars. Comme vous le savez, la technologie de la blockchain permet facilement d'éviter ce genre de sanctions. C'est ainsi que le gouvernement iranien aurait effectué avec l'aide de Kraken plus de 826 transactions entre 2015 et 2019 pour un montant de 1,7 million $. Cette nouvelle me permet de faire un lien avec le dernier tweet que nous avons posté sur la chaîne de la baleine où Harvard justifierait l'utilisation de Bitcoin dans le bilan de certaines banques centrales. C'est-à-dire que comme là, par exemple l'OFRAC est le fer de lance des États-Unis, ils sont là pour faire appliquer les politiques économiques extérieures au pays dans le monde entier. Or, la technologie blockchain permet de contrecarrer ces sanctions. C'est pour cela que dans le futur, le Bitcoin et les cryptoactifs risquent d'avoir une place prédominante dans les bilans des banques centrales, mais aussi que Poutine a récemment déclaré que les échanges en crypto-monnaie seraient rendus légaux. Sûrement encore une fois dans une optique d'éviter des sanctions supplémentaires qui pourraient être infligées au pays. Comme je vous le rappelle, il y a quelques temps, la Russie a été isolée du système de paiement SWIFT, la rendant économiquement très isolée. On reste avec Kraken qui aurait licencié plus de 30% de tout son staff, soit plus de 1100 personnes. C'est le CEO Gésel Powell qui aurait annoncé cette étape compliquée pour l'entreprise et l'échangeur Kraken. Selon lui, ces licenciements sont dus à la baisse des volumes de trading que vous pouvez voir ici, qui je vous le rappelle sont l'une des principales sources de revenus des échangeurs. Encore et toujours à cause de la contagion de l'affaire FTX à l'écosystème du marché crypto. Dans cet article, nous allons voir que Christine Lagarde s'est emparée de l'affaire de FTX. En effet, elle a fait des déclarations sur la régulation et la loi MiCA. Elle sous-entend que si FTX avait été régulé comme en Europe sous la loi MiCA, cette régulation aurait protégé les utilisateurs et aurait évité ce drame. Je vous le rappelle, Christine Lagarde est la présidente de la BCE, au même titre que Jérôme Powell, pour la Fed. Sans transition, vous vous rappelez du cryptoporteur Genesis qui était à 2 doigts de la faillite, mais le comité d'entreprise entame des négociations avec leurs créditeurs. Comme de nombreuses entreprises crypto-monnaies, je vous le rappelle, Genesis était fortement exposé à FTX et à Alameda. Donc quand ce dernier a fait faillite, Genesis a vu ses avoirs disparaître, ce qui laisse un trou non négligeable dans leurs recettes. Mais cet acteur de l'écosystème crypto n'est pas insignifiant. Donc, leurs créditeurs sont en train de se concerter de manière à trouver une solution pour éviter la faillite de Genesis. On continue avec Serum et FTX. Si vous ne connaissez pas Serum, Serum est un projet très intéressant dit Ethereum Killer, dont SBF et FTX étaient fortement exposés, tout comme Solana par exemple. Donc, suite à la faillite de FTX, le gros de l'écosystème Serum ou même Solana se sont vus stopper net. Avec des millions de dollars d'actifs bloqués sur la plateforme, la communauté a décidé de voter pour qu'un fork se mette en place. Si vous ne savez pas ce qu'est qu'un fork, c'est le changement d'un consensus d'une crypto vers un autre. L'exemple le plus récent que je peux vous donner est celui d'Ethereum W, Proof of Work, contre l'Ethereum 2.0, Proof of Stake. On apprend dans cet article que ce fork a été initié par la communauté qui a décidé de migrer Serum sur un protocole appelé OpenBook. On apprend aussi que la communauté de Solana risque aussi de demander aux développeurs de faire un fork. On se dirige maintenant dans l'industrie du minage qui est en difficulté. Alors toutes les entreprises cotées à la bourse qui minent du Bitcoin sont en ce moment en difficulté et cela est simple à expliquer. Le Bitcoin est un proof of work, c'est-à-dire qu'il y a des machines qui répondent à des algorithmes pour pouvoir le miner. Plus de machines minent, plus la difficulté de minage est élevée. Plus la difficulté de minage est élevée, plus le réseau est sécurisé. Mais en ce moment avec le prix qui descend énormément, vous avez une difficulté énorme pour une récompense minime. Qui dit difficulté énorme dit prix de production élevé et l'incapacité par certaines entreprises de minage à rentrer dans leurs frais du fait que le Bitcoin est assez bas. Je vous invite à regarder ce tableau qui regroupe les principales entreprises de minage de Bitcoin dans le monde. Et on termine avec une info qui j'espère vous faire relativiser si vous étiez exposé sur FTX, c'est-à-dire BlackRock, l'entreprise multimilliardaire qui pèse, si vous ne le savez pas, plus de 9,5 milliards de dollars, en sachant que le PIB de la France est 2700 milliards, soit plus de 3 fois la France quoi, a perdu la maudite somme de 24 millions de dollars chez FTX. Si j'avais envie de vous partager cette news, c'est pour vous rappeler que l'erreur est humaine et que même les professionnels aux plus hautes sphères de la finance sont capables de se tromper. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, mais aussi pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine.